Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de février et j'ai encore une fois pas mal lu par rapport à mon rythme d'habitude puisque j'ai lu également 9 livres durant ce mois de février. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être longue. Le premier roman que j'ai lu, c'était le livre proposé pour le book club de Jurassic Jones, le Bulosaure, et c'est La maison au sortilège de Emilia Hart. J'avais lu ce livre dans un exemplaire de la bibliothèque et ici j'ai mon exemplaire à moi puisque Cécilia me l'a gentiment envoyé, donc encore une fois merci beaucoup Cécilia, et n'hésitez pas à rejoindre le book club, le Bulosaure, puisque pour le mois de mars et avril c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan et c'est ma lecture en cours, donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre parce que c'est vraiment trop cool de parler de ces lectures avec plein de gens. Pour le résumé, on va suivre 3 destins de femmes à différentes époques. On est avec Kate en 2019 qui fuit Londres pour se réfugier dans une petite maison qui lui a été léguée par sa tante qu'elle n'a que vaguement connue. On suit du coup également sa tante en 1942 qui s'appelle Violette. Elle vit dans un grand manoir avec sa famille, elle est très isolée, cloîtrée et elle vit avec un vague souvenir de sa mère, c'est très lointain. Justement c'est écrit, elle vit avec le souvenir de sa mère dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. Et la dernière femme qu'on suit c'est Alta en 1619, elle connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. C'est un roman que j'avais énormément aimé, j'avais fait la chronique avec vous quand je vous avais présenté mes carnets de lecture, j'avais fait la chronique de ce roman, du coup je vais vous montrer, elle était juste ici. Je m'étais amusée avec ça, je trouvais que ça allait bien dans l'ensemble. Et c'est un roman que j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup apprécié la sororité, l'amour qu'a l'autrice pour les femmes et vraiment ce lien très puissant entre ces 3 femmes-là. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a quand même pas mal de trigger warning, notamment de violences conjugales et même de violences faites aux femmes. Mais j'ai trouvé que c'était des femmes puissantes mais qui avaient quand même pas mal de failles. Enfin bref, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est un récit plutôt historique et évidemment c'est un genre que j'aime beaucoup. Je trouve que cette couverture est absolument magnifique aussi et vous verrez aussi que ce corbeau a un fort lien entre toutes ces femmes également. Aussi il y a une place très forte de la nature que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un personnage à part entière dans l'histoire que j'ai trouvé ça très puissant, la façon dont la nature est représentée, dont elle aide ces 3 femmes là. Bref, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite vivement à le lire si jamais ces sujets vous intéressent. Et même je trouve que l'écriture est très belle. J'aurais pu le lire en anglais aussi mais finalement j'ai eu un petit peu la flemme. D'ailleurs je vais essayer dans cette vidéo de vous donner tous les noms de traducteurs parce que traducteurs et traductrices, parce que je trouve que c'est important et qu'ils font un travail incroyable. Ici la traductrice c'est Alice Delarbre. Et si jamais c'est aux éditions Les Escales. Ensuite j'ai enchaîné avec un manga que j'avais déjà commencé l'année dernière, c'est Une sacrée mamie. Ici j'ai l'édition double numéro 2 mais du coup j'ai lu l'édition double 1 et 2. Et c'est encore une fois un petit manga que j'aime beaucoup. On va suivre une grand-mère et son petit-fils qui est juste ici. Son petit-fils a été obligé d'aller vivre chez sa grand-mère parce que sa maman est une femme célibataire et elle a un peu de mal financièrement puisqu'elle a 2 garçons. Et c'est assez difficile pour elle de joindre les 2 bouts. Du coup elle décide d'envoyer son plus jeune fils chez sa grand-mère qui est elle aussi très pauvre, mais bon où il est à la campagne et il essaie de survivre un peu avec sa grand-mère et au début il est horrifié par cette idée parce que sa grand-mère lui fait assez peur, mais au final il y a un très beau lien intergénérationnel. Ça se voit que en fait ce petit garçon fait quand même pas mal de bêtises mais sa grand-mère sait le cadrer quand même et c'est rendre aussi les choses un peu plus douces et agréables pour lui parce que c'est quand même difficile de vivre dans la pauvreté, mais il comprend pas mal les choses et il est assez résilient. Le seul point un peu négatif que je trouve c'est le fait qu'on dise souvent qu'un homme ça doit pas montrer ses émotions, ça pleure pas, etc. Je trouve que c'est un peu arriéré comme façon de penser. Mais en même temps c'est un récit qui se passe aux alentours des années 1950 donc c'est cohérent, mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'entendre ce genre de discours
mais ça n'empiète pas sur le fait que j'aime beaucoup cette petite saga de manga et que je vais continuer avec grand plaisir de découvrir ces 3 prochains tomes, puisqu'il y a du coup 10 tomes en tout, mais dans les éditions doubles il n'y en a que 5 bien évidemment, donc j'en ai encore 3 à lire et je suis ravie. Après ces lectures, j'ai eu un petit temps où j'avais un petit peu de mal à lire et je voulais vraiment des lectures assez rapides, parce qu'au final ma pile à lire que je m'étais faite, ma pile à lire mensuelle, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient un peu dures à lire, et j'ai voulu faire des petits romans assez courts à lire en 24 heures. J'avais jamais fait ça, des 24 heures de lecture, et ma petite pile à lire, j'en ai lu 3 sur 4, ce qui est vraiment beaucoup. J'ai lu en premier La fille renard et La merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, qui est ici aux éditions PKJ Pocket Jeunesse, et la personne qui a traduit c'est Emmanuel Gros. Voilà. Et je crois que je vous ai pas dit la personne qui avait traduit Une sacrée mamie. Attendez. Alors ici, la personne qui a traduit Une sacrée mamie, c'est Tetsuya Yano. Voilà, comme ça vous savez, et je trouve important vraiment de dire les traducteurs traductrices, et il faut que je le fasse à chaque fois maintenant parce que c'est important, voilà, en tout cas pour moi. Ici on va suivre l'histoire de Felicity Fox, qui est une petite fille qui n'est vraiment pas du tout ordinaire, puisqu'elle a des oreilles de renard, et en fait au début de l'histoire elle est abandonnée dans un cirque, donc on la retrouve où elle est enfermée, et vraiment c'est la bête de foire typiquement. Et un jour il y a un corbeau, oui c'est ça. Un jour il y a un corbeau qui va venir la délivrer et qui va l'emmener dans cette boutique, et du coup on va suivre sa petite aventure avec ses différents personnages. C'est un petit jeunesse qui se lit assez vite, il y a pas mal de péripéties, il se passe pas mal de choses, et je me suis bien attachée aux différents personnages. Felicity est une petite fille qui est pleine de vie et qui a très envie d'apprendre. Et j'ai bien aimé l'ambiance, puisque la boutique c'est une boutique de thé, donc c'est un univers aussi que j'aime beaucoup. Donc dans l'ensemble c'était un petit jeunesse sympa, sans plus pour moi, mais j'ai trouvé que c'était très divertissant, ça m'a beaucoup plu sur l'instant. Je l'ai lu assez rapidement du coup durant mon 24 heures, mais même je l'ai quand même pas mal dévoré, parce qu'il est assez court, il fait 330 pages, mais c'est écrit assez gros et ça se lit vraiment tout seul. Si jamais vous avez des enfants autour de vous, je pense que c'est un livre qui pourrait leur plaire, parce que ça se lit tout seul très vite, et il y a quand même beaucoup de rebondissements, donc on s'ennuie pas. Voilà. Toujours dans mon 24 heures de lecture, j'ai lu De l'autre côté du mythe, Médusa de Flora Boukri. Je l'avais vu sur la chaîne de Pénélope, ça m'avait donné beaucoup envie, puisque ici on est sur une réécriture mythologique de Médusa, qui est un personnage mythologique dépeint comme un monstre. C'est la fameuse Gorgogne avec des cheveux de serpent, et si on la regarde dans les yeux, elle change les personnes en pierre. Ici on va suivre Médusa quand elle est jeune fille, elle vit avec sa famille et ses sœurs, et en fait ce qui la différencie de sa famille, c'est qu'elle est humaine, eux sont tous des divinités, et un jour il va lui arriver quelque chose qui va la transformer en ce monstre qu'on connaît tous. Et c'est une histoire que j'ai adorée, j'ai trouvé que c'était percutant, c'est très court, ça fait 150 pages, et je trouve que c'est vraiment absolument génial. C'est un récit que j'ai adoré. L'autrice a écrit d'autres mythes du coup qu'elle a réécrit, il me semble qu'il y en a 3, et justement Médusa ça doit être le 3e. Il y a Ariane et je ne sais plus. Bon, je ne sais plus quels sont les 2 autres mythes. En tout cas, il y a Ariane et un autre. Et Médusa, c'est celui qui m'intéressait le plus, puisque c'est la figure mythologique qui m'intéresse le plus. Et ici, on est vraiment sur une réécriture que j'ai trouvée absolument géniale. Médusa est un personnage très doux. En fait, elle est vraiment douce au début. En fait, on l'a fait devenir un monstre par des actes qui lui sont imposés, qui sont vraiment très violents, et j'ai trouvé que c'est vraiment un destin un peu tragique et qui m'a fait beaucoup de peine, mais en même temps on comprend à quel point elle veut protéger les gens qu'elle aime, et c'est une très belle histoire, triste pour elle, mais elle fait preuve d'une belle humanité, vraiment. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé aussi la relation entre Médusa et Athéna très belle, parce qu'on la dépeint souvent, comme l'écrit l'autrice à la fin, de manière très négative. Athéna a tendance à être très virulente envers Médusa, alors qu'ici elle est beaucoup plus, c'est une relation beaucoup plus amicale, beaucoup plus maternelle presque, puisque Athéna la prend un peu sous son aile. C'est une histoire très touchante que je vous invite vivement à découvrir si jamais vous voulez découvrir un mythe, du coup revisité, mais un mythe où Médusa est dépeinte de manière beaucoup plus positive, et on comprend pourquoi elle est devenue ce monstre que tout le monde dépeint, et en fait
on comprend que ce n'est pas de sa faute, enfin dans cette histoire-là en tout cas, dans cette revisite, ce n'est pas de sa faute, c'est vraiment son destin qui lui est volé, qui lui est brisé, enfin c'est très rageant de le lire, mais c'est très beau dans la manière dont c'est écrit. Flora Boukri est une autrice française et j'ai vraiment très envie de découvrir ces 2 autres romans qu'elle a écrits du coup de l'autre côté du mythe. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres choses, mais en tout cas ça m'a vraiment convaincue, j'ai adoré. Et le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de mon 24 heures de lecture, c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. Là aussi, je l'ai vu beaucoup passer sur la chaîne de Lucie, elle en avait très bien parlé, ça m'avait donné envie. Et je l'ai pris un peu au hasard à la bibliothèque parce que je cherchais des trucs assez courts. Et celui-ci, je l'ai vu, ça m'a fait de l'œil, donc je l'ai pris. Et j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la première fois que je lisais cet auteur, qui est également un auteur français. Et je trouve qu'il écrit extrêmement bien, j'ai adoré, sa plume est très fluide et ça se lit vraiment tout seul et c'est vraiment beau et bien écrit. Il écrit extrêmement bien les femmes, vraiment il n'y a pas ce côté male gaze. J'ai été quand même agréablement surprise de cet aspect là. Pour le résumé, je préfère vous le lire parce que j'ai un petit peu de mal à retenir le prénom de la personnage principale. Siniska est une princesse de Sparte, le sang d'Héraclès coule dans ses veines. Éduquée comme un homme depuis l'âge de 7 ans, elle est aujourd'hui une combattante d'exception qui rêve d'un triomphe à sa mesure. Mais confrontée à l'absurdité de la guerre, elle s'interroge. Qu'y a-t-il de glorieux ou de juste à prendre une vie? N'y a-t-il pas d'autres batailles à mener et d'autres victoires à offrir à la déesse Orthia, comme elle s'y est engagée? Depuis que la divinité du monde sauvage l'a mise au défi de battre un cheval à la course, Siniska est devenue la meilleure cavalière de la cité. Ici, c'était là le moyen d'entrer dans la légende. J'ai vraiment bien aimé les thématiques abordées, les personnages, toute l'ambiance en général. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Siniska est un personnage que j'ai vraiment adoré parce qu'on la suit petite fille, jeune fille qui est très fougueuse, qui est vraiment veut mettre en avant qu'elle est forte, qu'elle est... Enfin ouais, vraiment la force et qu'elle est douée au combat. Et au fur et à mesure, on la voit évoluer au fil de sa vie. Elle est beaucoup plus posée et réfléchie. Et c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. On voit vraiment toute son évolution au fil de sa vie et ses réflexions aussi changent. Mais sa volonté de... Enfin, sa volonté en fait reste la même et elle est très forte. Il y a beaucoup de messages véhiculés qui sont très importants, il y a beaucoup d'acceptation de soi, de lutte pour les femmes. C'est un ouvrage que je peux vous conseiller pour les enfants. Enfin pour les enfants, non pardon, pour les ados plutôt, parce que il y a quand même des sujets qui sont... Enfin, en fait la manière dont c'est écrit, c'est beaucoup plus accessible pour un ado, parce qu'un enfant je pense qu'il y aura des choses qu'il ne comprendra pas forcément. Mais au niveau des tournures de phrases, j'entends. Hein. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez la mythologie, les réécritures mythologiques grecques. Il n'y a pas énormément de mythologie, mis à part la déesse Artémis, du coup Orthia. Mais ça reste quand même dans l'univers de la mythologie, de la Grèce antique. Donc c'est un récit qui peut vous plaire. Et je veux faire aussi un point sur le mot vainqueuse. En fait, l'auteur écrit à la fin pourquoi il a choisi ce terme-là. Et il y a une vraie recherche terminologique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis linguiste aussi, donc forcément ça m'intéresse. Mais j'ai très envie de vous lire le pourquoi il a choisi ce mot en particulier. À propos du terme vainqueuse, pourquoi employer vainqueuse et pas victorieuse? Parce que ces deux termes n'ont pas tout à fait le même sens. Victorieux, victorieuse, qui a remporté la victoire. Vainqueur, première définition, celui qui a vaincu. Seconde, celui qui a remporté un avantage sur ses concurrents, ses rivaux. On le voit bien, vainqueur indique un adversaire ou une adversité, nuance de sens qu'on ne retrouve pas dans victorieux, victorieuse. J'aurais pu choisir le mot vaincresse, mais j'ai préféré remettre en avant un terme que je trouve plus contemporain. On pourra trouver le terme vainqueuse laid, mais l'esthétique reste subjective et ne saurait en aucun cas constituer un argument linguistique valable. J'ai trouvé cette petite note de fin très intéressante, j'ai adoré la voir, j'ai trouvé que ça sublimait en plus le récit, vraiment il y a une volonté de l'auteur de féminiser et de mettre en avant les femmes qui est révélée aussi dans cette petite note de fin. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je vous invite vivement à le lire. Après ça, je vais passer assez rapidement puisque j'ai lu Icebreaker sur ma liseuse. Du coup, c'est de Anna Grace. Je l'ai lu en français. Encore une fois, dans le cadre de ma vidéo que je vais faire avec mon ami. C'est une romance où on y suit Nathan, un joueur de hockey, et Anastasia qui est patineuse, comme vous pouvez le voir sur la couverture juste ici. Et du coup ils vont être un peu forcés de partager la même patinoire puisque la patinoire des hockeyeurs a été saccagée. Donc ça ne plaît pas du tout à Anastasia puisqu'elle a un rythme de vie très chronométré, très carré.
et du coup ça bouscule un peu tout son emploi du temps, donc elle est vraiment pas très contente. Et au fur et à mesure, bien sûr, il y aura une histoire d'amour entre ces deux-là. J'ai trouvé en soi l'histoire mignonne, ils sont mignons tous les deux, mais il y a énormément, beaucoup trop de scènes de sexe, vraiment, c'est trop fourni, vraiment, j'ai l'impression qu'ils font que ça, c'est très répétitif. Ça se lit très très rapidement, il fait 500 pages. Honnêtement, je trouve que ça mérite pas de faire 500 pages. Mais ça se lit tout seul, ça se lit bien. J'ai pas adoré ma lecture, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Juste, c'est pas un mec toxique, ce qui est notable, vraiment. Mais les scènes de sexe, c'était beaucoup trop. Il y en avait vraiment tout le temps. Il y avait une tension sexuelle constante dans tout le récit. Et j'ai trouvé ça un peu trop grossier tout le temps. Enfin, on a compris qu'elle trouvait qu'il avait des abdos incroyables, qu'il avait un corps incroyable. On a aussi compris que lui, il a trouvé très très belle, qu'elle avait des fesses incroyables. On n'a pas besoin de le savoir toutes les 2 pages. Honnêtement, c'est ça que j'ai trouvé très chiant, quoi. En fait, c'est bon, on comprend. Oui, ok, il est beau, ok, elle est belle, vous avez envie de vous sauter dessus, H24, on a compris, c'est bon. En fait, tout allait bien aussi. J'ai trouvé l'histoire sympa malgré tout ça, jusqu'à l'épilogue. L'épilogue est horrible. Enfin, pourquoi l'autrice a décidé de faire ça? Je trouvais que ça avait vraiment tout gâché. C'est pour ça aussi que ma note est descendue si bas. J'aurais pu mettre un 3 étoiles parce que je me suis bien... Ça m'a divertie, mais c'était tout de même pas incroyable. Mais vraiment, l'épilogue a descendu la note à 2 étoiles parce que j'ai trouvé que ça n'avait pas lieu d'être, que ça a gâché vraiment tout. Si jamais vous aimez les romances, ok, patinage, peut-être que ça peut vous plaire. Si vous aimez les scènes spicy, lisez-le. Je sais que l'autrice a écrit 2 autres romans qui... Alors, il y en a un qui est paru, je sais pas si le 3e est déjà paru en anglais, mais on suit des personnages qu'on découvre dans ce tome-ci, mais clairement, je vais pas les lire. Après ça, j'ai lu mon premier roman en espagnol, il s'agit de El amante japonés de Isabel Allende, qui est une autrice chilienne que je n'avais jamais lue. J'avais testé La Maison aux Esprits il y a quelques temps maintenant, ça peut-être 1 ou 2 ans, mais au final j'étais pas du tout dans le mood, donc j'avais préféré ne pas le lire du tout. Et ici on va suivre une histoire d'amour entre Alma Velasco et le jardinier japonais Ichimei, et on va suivre du coup une double temporalité entre le passé d'Alma avec du coup la famille Fukuda, du coup la famille de Ichimei, sa famille à elle, comment elle s'est débrouillée, enfin voilà, un peu toute sa vie de jeunesse, et en même temps on va suivre la temporalité du présent où c'est une femme âgée, et on va suivre également Irina qui s'occupe d'elle, qui a été embauchée dans cette maison de senior un peu, dans cette résidence senior, et elle va être entrée au service d'Alma pour faire pour s'occuper des choses un peu administratives de son quotidien. C'est un roman qui m'a beaucoup déçue. Je vais passer assez rapidement puisque j'en ai dédié un vlog complet, mais en fait j'ai trouvé que l'histoire était déjà très brouillonne en termes de ligne du temps. Il n'y a pas de démarcation entre le passé et le présent, j'ai trouvé que ça perdait un petit peu le lecteur, j'ai pas trouvé ça très clair. Bon, c'est pas majeur dans le récit, mais c'est vrai que c'est quand même un peu chiant de ne pas savoir si on va tomber sur un chapitre du passé ou du présent. Mais bon, après ça c'est mon opinion personnelle, ça peut ne pas déranger. Et en fait j'ai trouvé que c'était assez lent, assez répétitif, qu'il s'y passait pas finalement grand chose. J'ai pas été extrêmement attachée au personnage d'Alma ou de Irina. Irina aussi a un personnage qui a un passé un peu compliqué, et c'est vrai que c'est horrible ce qui lui est arrivé, mais j'ai pas eu beaucoup plus d'empathie que ça. J'ai pas du tout aimé le petit-fils de Alma, qui s'appelle Seth Velasco. Enfin, en fait, il y a des réflexions qu'il fait par rapport à Irina justement que j'ai trouvé un peu trop paternaliste et protecteur. Enfin, c'est un côté un peu trop lourd, un peu lourdeau, que je trouve ça... Enfin, moi ça me plaît pas ce genre de personnage. J'imagine que ça n'a pas été fait exprès de la part de l'autrice et tout. Enfin, c'est pas... Encore une fois, c'est pas majeur, mais c'est des réflexions que je trouve chiantes en fait, que j'aime pas du tout. Donc forcément, ça m'a pas beaucoup plu dans ce sens-là. Mais en fait, l'histoire est sympa en elle-même, mais j'ai pas été énormément accrochée. J'ai pas trouvé ça très bien fait. En fait, j'ai pas non plus adoré le style de l'autrice. L'espagnol, si jamais vous vous demandez, est assez accessible. J'ai pas eu beaucoup de mal à le lire.
Si j'avais des mots que je comprenais pas, j'allais les chercher dans mon dictionnaire, quitte à relire après le passage pour vraiment bien comprendre. Ça m'a pas dérangé, mais je vous avoue qu'à la fin j'étais tellement peu... Enfin, en fait j'avais vraiment plus envie de le finir, du coup je regardais plus forcément quand il y a des mots que je comprenais pas. Je comprenais le sens global mais je comprenais pas forcément tous les détails et ça me dérangeait pas plus que ça parce que j'étais... Enfin, en fait je voulais juste le finir pour le finir parce que je faisais un vlog et que c'était un livre en espagnol et que ça me tenait à cœur de terminer un livre en espagnol. En fait j'adorais aussi écouter la narratrice lire le roman puisque je couplais avec le livre audio disponible sur Audible. Et j'adorais en fait entendre la langue espagnole puisque c'est des sonorités que je trouve magnifiques et j'adore cette langue là. Donc ça me faisait plaisir d'y retourner pour écouter la narratrice, mais je trouvais pas ça incroyable dans son ensemble. C'est un roman qui m'a pas mal déçue, mais j'ai quand même envie de découvrir d'autres romans de l'autrice. Je sais que La Maison aux Esprits est très bien, très plébiscité. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que c'est un roman qui me fait assez peur et j'aimerais aussi continuer à la lire en espagnol, et un pavé de 500 pages en espagnol, je ne suis pas encore prête. Donc peut-être que je lirai Violetta. Je le voyais très souvent quand je travaillais en librairie et la couverture je la trouve très belle. Je vous l'insérerai peut-être si jamais j'ai pas trop la flemme, on verra bien. J'ai terminé mon mois avec un très gros coup de cœur que j'ai lu en lecture commune avec Lucie et Mylène. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. C'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment, il me faisait très peur. Je savais que c'était une lecture qui était difficile et ça l'a été, mais j'ai trouvé que c'était absolument magnifique. Tiffany McDaniel a une plume incroyable. Là aussi je l'ai lu en français et je trouvais que la traduction était magnifique. La personne qui a traduit c'est François App et j'ai trouvé qu'il avait fait un travail magnifique de traduction. C'est très qualitatif. Vraiment Gaël Meister a trouvé un traducteur qui a su, je pense, coller au style de l'autrice, qui est très poétique, qui est empli de beauté de la nature. Enfin il y a une place de la nature très importante qui est sublimée dans les paroles qu'elle peut dire. C'est un récit qui est magnifique dans son écriture et magnifique dans son récit, malgré toutes les horreurs et les violences qu'il peut s'y trouver. J'ai trouvé que c'était un très beau texte qui m'a donné encore plus envie de lire L'été où tout a fondu, que j'ai dans ma palle également. Je sais que l'autrice, il y a un autre roman de l'autrice qui va bientôt être traduit chez Gaël Meister. Je ne sais plus quel est son titre, mais je sais que si j'aime aussi L'été où tout a fondu, je pourrais me pencher sur ce prochain titre. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Betty Carpenter qui est une petite fille d'origine cherokee. Son père est cherokee et sa mère est blanche. Donc vous imaginez bien qu'elle subit du racisme puisqu'on la suit de vraiment toute bébé petite fille jusqu'à sa vingtaine d'années. Tout ça c'est dans les années 50-60 aux États-Unis, dans l'Ohio. L'Ohio, oui, j'ai du mal avec ce mot, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il sonne pas bien alors que c'est vraiment ça la prononciation, bref. Et du coup vous imaginez bien c'est un petit village au fin fond des États-Unis, donc évidemment il y a du racisme, il y a racisme ordinaire, enfin bon, toute forme de racisme, et également énormément de violence sexiste, sexuelle, violence sur animal, voilà, il y a beaucoup de violence dans ce récit. Donc si c'est des sujets qui vous touchent, ne le lisez pas parce que vraiment il est très dur. C'est un récit que j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé aussi le lire en lecture commune. Honnêtement, je pense que ça m'a vraiment motivée. Et malgré le fait qu'il est très épais, il fait quand même 700 pages. Ça se lit tout seul. Je l'ai lu vraiment très rapidement. J'ai enchaîné les chapitres et les pages. Honnêtement, c'était incroyable comme récit, c'était une expérience de lecture que je suis pas prête d'oublier. Je pensais que j'allais être beaucoup plus triste en lisant ce récit, mais en fait ce qui prédomine c'est la colère, parce que vraiment il y a tellement de choses injustes qui arrivent à cette famille, vraiment ça vous rend en colère, et c'est affreux ce qui arrive, surtout à Betty, parce que c'est un peu le réceptacle de toutes ces violences, directes ou indirectes. C'est vraiment elle qui subit et qui est un peu la mémoire de cette famille, et je pense que pas mal de personnes pourraient dire que ça fait un peu trop, un peu beaucoup, mais au final je ne pense pas. Je trouve que Lucie aussi en a beaucoup parlé en bien, et elle a réussi aussi à mettre pas mal de mots sur moi ce que je ressentais, donc je vous mettrai son vlog dans le i et dans la barre d'infos, ou le moment où elle en parle aussi. Et en fait on a pensé à peu près la même chose de ce roman là, que malgré en fait toutes les violences qui arrivent à cette famille, c'est pas si anodin que ça leur arrive, et que c'est pas si
particulier et si extraordinaire que tout ça leur arrive, parce que on replaçait dans le contexte, on est quand même dans les années 50-60 où la place des femmes est très mal vue, enfin les femmes n'ont pas leur mot à dire, et là d'autant plus elle est d'origine Cherokee, et Betty est celle qui a le plus de caractéristiques Cherokee. Elle a la peau très sombre, les cheveux raides, noirs, donc ça se voit aussi comparé à ses frères et sœurs, et vraiment c'est difficile d'en parler parce que c'était un récit tellement fou, tellement fort, et malgré toute la colère qui en ressort, la beauté de l'écriture rend ça tellement fluide et sublime que ça vaut le coup en fait que ce soit lu. J'ai trouvé ça tellement... Ah, c'est dur d'en parler. Au niveau des personnages, j'ai adoré Betty, c'est une petite fille très forte malgré tout ce qui lui arrive. C'est celle qui du coup a le plus de lien avec son père, parce que c'est celle qui a le plus de traits physiques de Cherokee. Et son père aussi est un personnage que j'ai adoré. Il raconte l'histoire des Cherokees et il fait ressentir à ses enfants à quel point c'est un peuple qui mettait aussi très en avant les femmes, et il fait vraiment ressentir ça à Betty et lui fait ressentir toute sa valeur. Et j'ai trouvé que c'était très beau ce lien entre père et fille. Et il raconte aussi des histoires qui, pour embellir entre guillemets, mais en même temps c'est une transmission de sa culture, et j'ai trouvé que c'était très bien retransmis. Et c'est un personnage que j'ai adoré, je le trouve absolument génial envers ses enfants. C'est un père très aimant qui est un peu aveugle de temps en temps, hein, mais j'ai trouvé que c'était un personnage absolument génial. Les autres personnages féminins, je les ai aussi beaucoup aimés. Je les trouve plus violentes, mais en même temps on comprend pourquoi. Ce qui m'a aussi rendue triste et en colère, c'est la façon dont les femmes se taisent. Il y a énormément de secrets, toutes les femmes savent, mais se taisent par honte, par peur du jugement de la société, de cette société où on ne sait pas trop pourquoi il faut se taire, mais il faut se taire alors que tout le monde sait et subit, et les premières victimes sont les femmes. Bref, c'est un roman que j'ai adoré. J'espère qu'au montage j'aurai réussi à ordonner mon discours et mon avis, parce que c'était très complexe à vraiment parler de ce roman. Et je vous invite vivement à découvrir Tiffany McDaniel si vous sentez le cœur accroché. Et juste pour la beauté de la plume, c'est à découvrir. J'en ai terminé avec ce point lecture qui, j'ai l'impression, a duré 1000 ans. Moi j'ai filmé 43 minutes, donc c'est vraiment beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a certains de ces livres qui vous font envie et que vous avez déjà lus. Et si jamais vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresserait beaucoup. Et aussi savoir ce que vous avez lu en février. Et si vous avez des choses à me recommander, je lirai ça avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!